Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1 ce mardi 10 mars. Pourquoi une révision de la Constitution ivoirienne? Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Samson Kambilé, devant la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales, en a exposé les motifs et la Commission a donné son quitus pour la plénière au Sénat. À quelques mois de l'élection présidentielle, la CEDEAO est en mission d'évaluation préélectorale sur les bords de la lagune Ébrié. La mission, présente en Côte d'Ivoire jusqu'au 15 mars, va rencontrer les différents acteurs politiques. Elle a été reçue aujourd'hui par le président du Conseil constitutionnel. Nous sommes mardi et le dossier EcoPlus traite ce soir de la mobilisation des recettes fiscales. Le ratio de ces recettes au PIB demeure faible. Nous verrons les actions et les innovations de l'administration fiscale pour atteindre les 2700 milliards de francs CFA attendus pour l'année 2020. Et puis le ministère des Ressources animales et halieutiques a procédé ce mardi à la saisie de 30 tonnes de poissons avariés dans un entrepôt en zone portuaire à Abidjan. Les services techniques rassurent, aucun poisson avarié n'a été écoulé sur le marché. Bienvenue dans le 20h. On démarre ce soir à Yamoussoukro, devant le Sénat. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a exposé les motifs liés au projet de loi portant sur la révision constitutionnelle. Et c'est à 13 voix contre 3 que la Commission a donné son quitus pour la plénière au Sénat. Kader Sogodogo. Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Samson Kambilé, qui a à ses côtés le ministre en charge des relations avec les institutions de la République, Gilbert Kafana Koné, est à l'épreuve de l'exposé des motifs sur le projet de loi portant sur la révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle a porté sur quelques axes très importants, portant sur le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et des cas de clarification, d'ajustement et de reformulation de dispositions. Concernant le pouvoir exécutif, il s'agissait pour nous de porter à la connaissance des sénateurs membres de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales la quintessence de la révision constitutionnelle portant sur le statut du vice-président. Dorénavant, conformément à cette nouvelle disposition, le vice-président ne sera pas un élu, mais il sera choisi par le président de la République en accord avec le Parlement. Pour ce qui est du dispositif législatif qui a été touché, c'est celui relatif à la continuité parlementaire. Il s'agissait, pareillement par rapport à ce qui se fait pour l'exécutif, parce que l'article 59 prévoit que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'élection du président de la République élu. Ici, il s'agit de dire que les députés et les sénateurs restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouveau Parlement soit élu. Pour ce qui est du dispositif concernant le pouvoir judiciaire, il s'agissait de consacrer la Cour de cassation et le Conseil d'État comme des institutions de la République au même titre que la Cour des comptes. Enfin, on a touché à quelques dispositions qu'on a eu à clarifier, à ajuster, à reformuler pour rendre le dispositif constitutionnel plus cohérent et plus lisible. Un grand oral qui a séduit 13 sénateurs sur les 16 membres de la commission. En définitive, le but visé reste de doter la Côte d'Ivoire d'une constitution qui accompagne le pays dans sa quête perpétuelle de paix, source de développement. Il s'agit de rendre cette constitution plus flexible et surtout de l'ajuster et de faire en sorte qu'il y ait une saine mutation de la constitution du 8 novembre 2016. Le 11 mars, l'ensemble des sénateurs réunis en plénière se prononcera sur le projet de loi
portant sur la révision constitutionnelle avant son grand bond vers l'Assemblée nationale. Le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné, a reçu la délégation de la mission d'évaluation préélectorale de la CEDEAO. La mission séjourne à Abidjan jusqu'au 15 mars prochain et elle envisage rencontrer les différents acteurs politiques ivoiriens. Le reportage de Gabriel Zani. C'est une pièce maîtresse de l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel publie la liste des candidats et proclame les résultats définitifs de la présidentielle. Le Conseil constitutionnel vient d'être visité par une délégation de la mission d'évaluation préélectorale de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La mission est conduite par le président de la Commission électorale nationale autonome du Sénégal, Doudou Ndir. En Côte d'Ivoire, nous avons un rôle d'assistance électorale. Nous, au sein de la CEDEAO, à l'endroit des États, il était de bon ton que nous venions nous enquérir de la situation sur place, essayer d'avoir le maximum d'informations pour éventuellement faire des recommandations lui permettant d'aller à ce rendez-vous avec le moins de risques possible et avec toutes les garanties que l'élection de 2020 soit une élection libre, transparente et sans violence. Les avis des chefs de partis politiques, des candidats et des autorités gouvernementales seront recueillis. Une préévaluation jugée nécessaire pour garantir un scrutin sans violence à la Côte d'Ivoire. La mission de la CEDEAO apporte son assistance dans tous les pays membres de l'organisation sous-régionale en période électorale. Je vous donne à présent lecture d'un communiqué de la Direction générale du protocole d'État. Sous l'égide de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, la cérémonie d'hommage de la nation à feu Charles Kofi Dibi, ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC, aura lieu le mercredi 11 mars 2020 à 12 h dans la commune du Plateau, boulevard Card, face au siège de l'institution. Fin de la mise en place à 11h30. En 2019, le Trésor public a levé pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire plus de 224 milliards de francs CFA par appel public à l'épargne. Ce montant vient d'être admis à la cohorte de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Les investisseurs peuvent donc acheter et vendre les actions de cette première cotation de l'emprunt obligataire. Le point avec Francis Boifo. Ce sont plus de 224 milliards de francs CFA, soit 22 402 000 titres supplémentaires en circulation désormais sur le marché boursier régional de la BRVM. C'est la première cotation de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne, Trésor public de Côte d'Ivoire, TPCI 5,80%, 2019-2026. Je saisis l'occasion pour encourager tous les potentiels investisseurs et acheteurs à s'offrir les titres. Le marché obligataire de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM fait partie des plus dynamiques en Afrique. De 2012 à 2020, la capitalisation du marché obligataire a progressé de 421,14%. L'État de Côte d'Ivoire est l'un des acteurs importants du marché boursier régional depuis 20 ans. Pour cette année, un besoin de financement sur les marchés financiers de 1494,4 milliards, dont 1001,5 milliards sur le marché financier régional. Nous avons pu mobiliser à fin février 121,175 milliards de francs CFA. De 1999 au 31 octobre 2019, l'État a mobilisé à travers le Trésor public 3 687,7 milliards de francs CFA. Ces chiffres témoignent de la crédibilité de la Côte d'Ivoire et de la qualité de sa signature. L'État ivoirien atteint 2700 milliards de francs CFA de recettes fiscales pour cette année 2020. Comment y parvenir en sachant que le ratio de ses recettes au PIB demeure faible en dépit des nombreuses réformes du secteur? Voyons dans Ecoplus les actions et aussi les innovations de l'administration fiscale afin d'atteindre ces différents objectifs. C'est un dossier signé Jean-Luc Mangbo. L'amélioration de la performance fiscale constitue l'un des défis de développement de la Côte d'Ivoire.
Lors de la traditionnelle réunion bilan de la Direction générale des impôts à Yamoussoukro en janvier dernier, c'est un objectif de recette de 2716 milliards de francs CFA qui a été assigné à cette régie financière pour le compte de l'année 2020. Le défi est d'autant plus grand que cet objectif est en hausse de 409 milliards de francs CFA par rapport à celui de 2019, un objectif qui du reste n'avait pu être atteint. Vous avez globalement certains secteurs qui sont un peu sinistrés. C'est un peu le secteur de l'EVA, du palmier à huile. Et nous avons certains secteurs qui étaient gros porteurs, comme le secteur des télécommunications, le secteur des banques, des assurances, qui enregistrent un repli ces dernières années. 2306 milliards de francs CFA, c'est ce qui a pu être collecté par la DGI en 2019. Ce montant reste pour les autorités ivoiriennes une part infime du potentiel fiscal du pays. Quand on regarde le niveau du déficit budgétaire, il est inférieur au potentiel que nous avons. Donc ça veut dire que si chacun joue le jeu en Côte d'Ivoire, on n'aurait même pas besoin d'emprunter un franc à l'extérieur. Seulement, les performances fiscales ne reposent que sur les banques, le commerce et les télécommunications. Les objectifs de recettes assignés à la DGI devraient tout de même connaître une hausse les années à venir. Ceci pour soutenir le niveau de croissance du pays. C'est le sens même de l'évolution de notre économie. En 2012, nous avions un produit intérieur brut qui était de l'ordre de 13 000 milliards de francs CFA. En 2022, ce produit intérieur brut sera de 33 000 milliards de francs CFA. Donc on va avoir une économie qui va afficher des besoins financiers extrêmement importants. Le secteur tertiaire, qui fournit à lui seul plus de 33% des recettes, reste un atout de poids. Mais cette situation semble montrer aujourd'hui les limites de l'administration fiscale. Cela incite à une nouvelle orientation, l'élargissement de l'assiette fiscale. Comme on sait que l'activité économique se développe, ça suppose que les activités qui existent, qui ne sont pas encore prises en compte. L'élargissement de l'assiette va consister donc à la prise en compte de tous ceux qui exercent ces activités-là et qui ne sont pas encore dans le fichier. Cela se fait à travers un certain nombre d'opérations. Premièrement, on procède par ce qu'on appelle le recensement. Il y a un recensement qui peut être ciblé, c'est-à-dire qu'on va dans une zone, on essaie de répertorier l'ensemble des opérateurs économiques et ceux qui ne sont pas déjà imposés, on les incorpore dans au fichier. Élargissement de l'assiette fiscale qu'il faut surtout distinguer de la création de nouveaux impôts ou d'une quelconque pression fiscale. Aujourd'hui, vous avez des secteurs qui sont connus, qui travaillent au grand jour, qui déclarent et payent leurs impôts. Et vous avez au noir d'autres personnes qui exercent dans le même secteur d'activité qui ne payent pas d'impôts. Donc notre rôle, c'est de traquer toutes ces personnes physiques ou morales qui travaillent au noir, qui ne sont pas déclarées, afin de les ramener donc au grand jour et les amener également à payer normalement leurs impôts. Donc l'élargissement de l'assiette, bien au contraire, devrait s'accompagner d'une baisse de la pression fiscale sur toutes les entreprises du secteur moderne. Renforcer la capacité de recouvrement de la DGI, tel est surtout le principal défi à relever. Au cœur du séminaire de Yamoussoukro, où d'importantes réformes ont été annoncées pour les prochains mois. Nous avons des exonérations d'impôts en faveur des contribuables qui investissent dans le secteur du développement et de l'innovation technologique. Nous avons également des mesures d'exonération et d'allègement en ce qui concerne les contribuables qui investissent dans le secteur pharmaceutique pour booster la production de médicaments en Côte d'Ivoire. Des innovations et exonérations en faveur des entreprises pour susciter le paiement de l'impôt. Également, une sensibilisation pour les non-assujettis. Pour ces derniers, une mesure spéciale est prévue, assortie tout de même de sanctions. Lorsqu'une entreprise n'est pas connue de l'administration fiscale, si elle vient se déclarer avant le mois d'avril 2020, cette entreprise-là, ne fera pas l'objet de poursuites en matière de pénalités ni de rappel de droits. Si ces contribuables-là se font prendre maintenant sur le terrain, alors ces contribuables feront l'objet de rappels de droits et de sanctions. Outre le civisme fiscal, l'autre combat que va s'atteler à mener la DGI pour accroître sa rentabilité, c'est la simplification du cadre fiscal. Il faut qu'on travaille avec le cadre, que par nature des revenus du contribuable, il y ait un certain type d'imposition, de taux, et qui soit clair et simple pour tous. Une réforme du cadre fiscal qui est passée par la modernisation des outils de collecte.
La digitalisation est perçue comme l'une des principales causes de l'accroissement des recettes fiscales. Les outils de digitalisation ont permis à la DGI de renforcer ses moyens de recouvrement et évidemment, chaque année, de plus en plus, nous avons des taux de progression. Même si les prévisions n'ont pas été atteintes, la DGI a collecté pour 2019 157 milliards de francs CFA en plus par rapport à l'exercice précédent. Les outils modernes de collecte ont permis notamment de réaliser des gains de 44 milliards de francs CFA sur la TVA, 27 milliards sur l'impôt sur le traitement des salaires ou encore 26,3 milliards de francs CFA sur les droits d'enregistrement café-cacao. Un dossier signé Jean-Luc Gbagbo sur les moyens mis en œuvre par l'administration fiscale pour atteindre ses objectifs pour cette année 2020. La France accorde un prêt de plus de 12 milliards de francs CFA pour le financement de projets à impact sur le développement sous-régional. Ce sont 4 projets avec pour objectif, entre autres, de créer et renforcer des capacités de formation de haut niveau. Noël Niagno nous explique. Ces actes de signature, suivis de l'échange de parapheurs, consacrent le prêt d'environ 12,3 milliards de francs CFA de la France à la Côte d'Ivoire. 4 projets sont concernés à travers 3 centres d'excellence. À l'issue d'un processus d'évaluation et de sélection très rigoureux, fondé sur le mérite, 4 centres d'excellence ont été retenus pour participer au programme. L'université Félix Houphouët-Boigny, à travers le projet Changement climatique, biodiversité et agriculture durable, l'École nationale supérieure de statistique et d'éducation et d'économie appliquée, à travers le projet développement de la formation en statistique et économie quantitative, et l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, à travers 2 projets, la valorisation des déchets en produits à haute valeur ajoutée et les mines et l'environnement. Qu'attend-on de ces centres d'excellence à travers ces projets? Ce projet entend répondre en effet aux enjeux majeurs du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans la sous-région, à travers notamment les axes suivants. Premièrement, créer et renforcer les capacités de formation de haut niveau, développer l'impact de la recherche sur le développement économique et social et favoriser une meilleure gouvernance et la soutenabilité des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Grâce au hub franco-ivoirien pour l'éducation, vous savez que grâce à ce hub, dans plus de 90 filières aujourd'hui, lorsque un étudiant ivoirien obtient son diplôme, ivoirien ou de la sous-région d'ailleurs, obtient son diplôme ivoirien, le même jour, il obtient son diplôme français. Je m'explique, quand j'ai mon Master 1 de Supagro Yamoussoukro, le même jour, j'obtiens mon Master 1 de Supagro Montpellier, parce qu'il y a équivalence de diplômes, et c'est ça, cette ambition qu'on porte. Rappelons que ce sont environ 330 milliards de francs CFA que la France a engagés pour le financement des secteurs de l'éducation depuis 8 ans. Et puis cette importante saisie de poissons avariés en zone portuaire, c'est sur 30 tonnes de poissons avariés que le ministère des Ressources animales et halieutiques a mis la main dans un entrepôt. Les services techniques rassurent cependant qu'aucun poisson avarié n'a pu être écoulé sur le marché. Francis Boifo. Trècheville, zone portuaire. Dans cet entrepôt, les machinistes ont reçu instruction de ne conditionner que les cartons de poissons de couleur verte. Les poissons contenus dans les cartons bleus sont avariés et font l'objet de saisie par le ministère des Ressources animales et halieutiques ce mardi. Nous avons reçu un message disant qu'il y a un camion avec un produit périmé. Depuis San Pedro, on a suivi le camion jusqu'à Abidjan et le camion a ouvert devant nous, procédé à l'inspection et effectivement nous avons vu que les produits étaient périmés puisque sur les cartons, c'est marqué octobre 2018 et aujourd'hui nous sommes en mars 2020. Aucune marchandise avariée ne doit être vendue sur le marché. Instruction du ministre des Ressources animales et halieutiques Moussa Dosso aux agents chargés de contrôler les produits d'origine animale. Sur le marché, il n'y a pas de produits périmés parce que nous avons saisi tout le stock. Nous rassurons la population ivoirienne qu'elle peut consommer le poisson en toute tranquillité.
les 30 000 tonnes de poissons avariés saisis seront détruits. La Société nationale d'opération pétrolière de Côte d'Ivoire, Petrosi, apporte son appui aux populations du Kabadougou. C'est dans cette région du nord de la Côte d'Ivoire que la Petrosi a offert des salles de classe, des résidences de maîtres et une pompe hydraulique. Jean-Marc Djadji. Région du Kabadougou, c'est une remise officielle d'infrastructures d'utilité sociale actée par Petrosi. Un don de son directeur général Ibrahima Diaby, profitant à la fois à 5 villages du pays, dont 4 localisés dans les départements de Séguélan et d'Odiné que sont Lingoo, Sireba, Soukourani et Timogosso. Madinani est le 3e département impacté, avec le village de Tora, bénéficiant directement des réalisations, favorisant l'apprentissage à l'école et rapprochant les populations du bien-être. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, animé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et sous la hullette du chef de l'État, Son Excellence le Président Alassane Ouattara, qui travaille sans relâche, depuis fin 2010 pour le bien-être de nos populations. C'est donc dans ce cadre général de cette mission sous leur haute autorité que Petrosi, dans sa mission d'assurer l'énergie d'une nation forte, est autorisé et essaye de réaliser les actions sociales dont nous parlons aujourd'hui. Le donateur Ibrahima Diaby et sa délégation au nom de Petrosi ont pris plaisir à parcourir Lingoo, Séguélan, 2 escales marquées par leur passage, en présence des autorités locales, des chefs et notables. Les habitants des villages recevant les infrastructures, du bonheur qu'ils expriment à être rassemblés à Siriba. Une joie présente dans le Kabadougou grâce à la construction d'une école de 3 classes avec logement du maître, une maternité avec logement pour la sage-femme, un dispensaire avec logement de l'infirmier, 2 forages avec pompe. En cette année électorale, il est important pour chaque citoyen de se faire établir une carte nationale d'identité. L'Office national de l'état civil et de l'identification, ONECI, met les bouchées doubles pour déployer le plus d'équipes d'enrôlement sur le terrain. Et pour rendre ces actions encore plus efficaces, l'ONECI a sollicité l'appui de la presse afin que les bonnes informations soient relayées. Sidonie Davila. Le processus d'identification pour l'établissement de la carte nationale d'identité, CENI, est entré dans sa phase d'enrôlement de masse depuis le mois de février. 45 jours maximum pour obtenir sa carte d'identité pour celui qui en fait la demande. Nous sommes activement dans la phase de généralisation. Nous avons passé la phase pilote et nous attendons à accroître le centre d'enrôlement et déployer plus d'équipes sur le terrain. Nous allons rassurer les Ivoiriens que l'ONECI est mobilisé dans toutes ses composantes pour s'assurer que les cartes d'identité soient délivrées à la majorité des Ivoiriens. Ce sont au total 118 sites ouverts sur les 1000 centres prévus. À terme, environ 2500 valises seront déployées sur toute l'étendue du territoire, selon les responsables de l'ONECI. Dans son plan d'action, la structure a décidé de mettre la presse pour mieux relayer l'information. Il y a beaucoup de préoccupations, il y a beaucoup de questions que les gens se posent qui n'ont pas forcément de réponse entièrement. Donc l'objectif c'était vraiment de rencontrer nos amis de la presse et leur dire que nous sommes partenaires dans ce processus, que nous sommes ouverts. Pour rappel, toute demande pour l'acquisition de la carte d'identité débute par le paiement en ligne sur le site www.rnp.ci du droit de timbre fixé à 5 000 francs CFA. En politique, le directoire du RHDP s'est réuni ce mardi. La réorganisation des bases du parti et la préparation du conseil politique le 12 mars prochain ont fait l'ordre du jour. Aboulaye Koné. Autour de la table de séance et dans la salle, plusieurs membres du directoire du RHDP. Ils sont venus parler de la réorganisation et du fonctionnement du parti, faire l'état des lieux des implantations du parti, mais surtout préparer le conseil politique du 12 mars prochain. Après le discours historique de notre président, nous avons bien voulu nous rencontrer aujourd'hui, non seulement pour exprimer la fierté qu'on a de notre président, la grandeur de l'homme, et surtout s'organiser pour dire que nous avons un devoir de reconnaissance envers ce grand homme, ce grand président, et nous préparer pour les échéances à venir, parce que la seule reconnaissance qui vaille
pour le président Alassane Ouattara, c'est que le RHDP gagne les élections d'octobre 2020. Et depuis l'annonce du président Alassane Ouattara de ne pas briguer un troisième mandat, les réactions se multiplient. Le directeur exécutif du RHDP s'est prononcé sur les manifestations de soutien au chef de l'État. Il a été pendant toutes ces années non seulement le condensé de nos espoirs, de nos doutes, de nos peines et de nos joies. Un tel homme, c'est difficile. Donc émotionnellement, c'est vrai, nous sommes tous touchés, mais comme je vous dis, nous sommes des hommes de devoir, des hommes de mission. Il a su constituer autour de lui une équipe. Nous sommes une équipe. Et c'est cette équipe aujourd'hui qui va relever les défis avec un chef. Donc cette équipe aura un chef et le RHDP continuera, sous sa caution morale, sous sa caution et sa clairvoyance, de mener toutes les actions qu'il voudra bien donc définir avec le nouveau chef d'équipe. Et la fin de toutes ces actions, c'est que nous gagnons les élections le 31 octobre 2020. Si l'annonce du chef de l'État a mis fin à plusieurs mois de spéculation, le Conseil politique de jeudi prochain permettra sans doute d'en savoir davantage sur les orientations du RHDP par rapport à la présidentielle de 2020. Et les réactions suite à cette déclaration du chef de l'État se multiplient. Le mouvement pour la démocratie et la jeunesse s'en félicite. Le MDJ a fait une déclaration. Le parti créé en 2019 a dévoilé son ambition de présenter son candidat. Reportage. Le mouvement pour la démocratie et la justice en Côte d'Ivoire, MDJ, salue la décision du président de la République de ne pas briguer un troisième mandat. Une décision empreinte de sagesse, selon Dominique Zegwa, président du MDJ. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour nous, MDJ, Mouvement pour la démocratie et la justice en Côte d'Ivoire, cette décision du président à ne pas briguer un troisième mandat est sage, très sage. L'homme, en 2 mandats, a travaillé dur pour mettre son pays à un niveau au plan international. Il est important et même primordial de dire qu'il a su assumer avec tant d'efficacité une politique de gestion remarquable. Au cœur de cette conférence du MDJ, des propositions au gouvernement sur plusieurs points, la multiplication des centres d'enrôlement et l'accélération dans l'élaboration de la CNI, carte nationale d'identité. Je propose qu'on passe sur la carte électeur. Déjà, nous sommes sur la liste électorale. Il est plus facile pour nous d'avoir notre carte électeur pour aller voter. Enlever les doublons, des décès. Et puis bon, faire sortir des nouvelles cartes électeurs, on va aller voter tranquillement. Le MDJ a été créé en novembre 2019. Selon le président, le parti revendique déjà 300 000 militants. Il compte atteindre 1 million de militants d'ici à septembre 2020. Le Renouveau pour la paix et la concorde félicite lui aussi cette décision du chef de l'État. Le RPCP a tenu une conférence de presse. Le président du parti a aussi invité la classe politique ivoirienne à la préservation du climat de paix. Le Renouveau pour la paix et la concorde, RPCP, félicite le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour sa décision de ne pas se présenter à l'élection présidentielle prochaine. Pour le parti, le président vient par cet acte de donner un signal démocratique fort qui rehausse l'image du pays. Le RPCP remercie le chef de l'État pour sa brillante intervention qui permet de garantir la stabilité de l'environnement social et politique du pays. Le RPCP félicite le chef de l'État qui inscrit davantage son nom dans l'histoire universelle telle qu'écrite par les grands hommes de ce monde et souhaite que son intervention fasse tache d'huile dans les actions de recherche de la paix. Le président du RPCP invite l'ensemble de la classe politique ivoirienne à tirer de bonnes leçons de cette décision pour garantir des élections sans violence. Le RPCP appelle la classe politique à tirer les conséquences de la décision du chef de l'État de ne pas se représenter et de souhaiter passer le flambeau à une nouvelle génération politique. Présidé par Henriette Lagou, le RPCP est depuis février dernier dirigé par Michel Bosson.
Dans l'actualité internationale, le président chinois s'est rendu ce mardi à Wuhan, d'où est partie l'épidémie du coronavirus. Xi Jinping se rend sur place pour la première fois depuis le début de l'épidémie. Ce sont des habitants heureux qui l'ont accueilli après 6 semaines de confinement. L'arrivée du dirigeant chinois à Wuhan intervient après l'annonce par le ministère de la Santé de chiffres encourageants avec seulement 19 nouvelles contaminations au cours des dernières 24 heures. 14 hôpitaux provisoires construits pour faire face à l'afflux des patients pendant l'épidémie ont fermé faute de nouveaux cas. Et les restrictions commencent à être levées, notamment pour les habitants considérés à zéro risque dans la province. Et restez sur RTI 1. RTI 1 vous propose à 20h50 le débat politique. Il sera consacré aux annonces du chef de l'État devant le Congrès le 5 mars dernier, notamment sa décision de ne pas briguer un 3e mandat, le projet de révision constitutionnelle et ses implications. Sylvie Touré et ses invités vont débattre de ces questions d'actualité dans tout juste quelques minutes sur RTI 1. Très bonne fin de soirée à tous.